Je recommence la question. Alors, si maintenant je vous demande à combien Pessah nous concerne, vous allez me dire quoi? 100%. Et si je vous pose la question, combien Sukkot nous concerne, vous allez me dire combien? 100%. Les femmes. 80. Et Shavuot? Oh, bon, la vérité c'est pas mal, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous pensez comme ça. Oui. Et ça, il y a toute une préparation en avant. Sukkot, c'était on est un peu moins investi. C'est pas sur toute la maison, sur toute l'organisation. Alors, elle est pas mal l'idée, mais c'est pas, ça peut pas répondre à la question. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas répondre à la question? Parce que quand vous dites ça, cela veut dire que ça vous concerne en tant qu'actrice dans la fête. Mais en vérité, c'est pas exactement ça la question. La question, c'est la fête en elle-même. Ok? La fête en elle-même. Pour un homme. Alors, vous savez quoi? Répondez pour un homme. À combien ça le concerne, Pessah? Voilà, vous voyez? Donc là, vous parlez essentiellement par rapport aux actions à mener. Donc, vous n'avez pas parlé par rapport à la fête elle-même. Ok? Shana, à combien ça te concerne, Pessah? 300? 310. 70. Ah, 70. Alors, vous prenez trop à cœur les choses. Hein. Vous regardez par rapport à votre action elle-même. Donc, de là, on voit combien la première question de base, elle était importante. En vérité, Pessah, on pourrait éventuellement dire que ça nous concerne plus que toutes les autres fêtes. T'as passé ton bac, ça te concerne. Bien sûr, ça me concerne à 100%. T'as passé ton permis, bien sûr, ça te concerne. Bon, à part pour Madame Fedida, mais à 70%. Tu t'es marié, à 100%, voire peut-être à 200%. C'est intrinsèque, ça veut dire quoi? Alors peut-être à 200%. À 200%, bien sûr. Mais si je te demande à combien te concerne ton anniversaire, tu me réponds quoi? Hein? 100% dans le sens 1000%, dans le sens 100 000%, dans le sens tout. D'accord ou pas? Pourquoi? Parce que le jour de ton anniversaire, en vérité, et c'est pour ça que le rabbi l'a mis en avant aussi l'anniversaire. Le rabbi a fait une chose de folie en mettant en avant l'anniversaire. Parce qu'avant, personne, on n'a pas vu de rabbanim qui mettent en avant le fait que le jour de l'anniversaire, il faut faire quelque chose de particulier. Il n'y a que le rabbi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, très souvent, les gens, ils ont une très petite opinion d'eux-mêmes. Et donc, si maintenant tu as une petite opinion de toi-même, comment tu vas fêter ton anniversaire? Lège. Pourquoi? Je ne sers pas beaucoup dans ce monde. Comme je ne sers pas beaucoup dans ce monde-là, donc en vérité, tu sais que je sois là ou que je ne sois pas là, et ça, c'est les vrais fous alliés. Ça, c'est ceux qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là sur Terre. Donc eux, ils ont un problème dans la tête. Mais si maintenant quelqu'un, il se sent investi d'une grande mission, le jour de son anniversaire, comment il considère le jour de son anniversaire? C'est l'œuvre de toute ma vie en vérité. Non, c'est pas que le jour de plus. C'est le jour où j'ai été investi de ma mission. C'est le jour le plus important de toute mon existence, le jour d'anniversaire. Oui ou non? Exactement. C'est le jour le plus important de toute mon existence. On est d'accord ou pas? Donc, lorsque maintenant je te demande quelle est la part d'importance de ton anniversaire dans ta vie? Quelle est la part d'importance de ton anniversaire dans ta vie? Tu me réponds, il n'y a pas de part d'importance. C'est toute ma vie, c'est mon anniversaire. Pas le jour où on me donne des cadeaux. Le jour de ma naissance, anniversaire, le jour de l'anniversaire. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc si maintenant je vous demande quelle est la part d'importance de Pessah dans la vie du Ham Israël, vous me répondez quoi? Alors 100%, pourquoi est-ce que je travaille plus? Et Shavuot, etc. Eh bien en vérité, mesdames, s'il n'y avait pas eu de Pessah, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas eu Pessah, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc à combien est important Pessah? Omniprésent dans la vie de chacun, de chaque juif, chaque instant, n'importe quand, n'importe quel domaine, n'importe quel moment de sa vie. Et au passage, c'est aussi pour cela que Pessah, on le répète dans toutes les prières.
Dans toutes les prières, dans le Shema Israël, dans le Kiddush, vous faites là, vous parlez de Pessah, dans partout. Zecher, les Tziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, en souvenir de la sortie d'Égypte, Zecher, les Tziat Mitzrayim, partout. Les hommes, ils mettent les tefilines. Dans les tefilines, il y a au moins 4 fois, on parle de la sortie d'Égypte. 2-3 fois, on parle de la sortie d'Égypte dans les tefilines. Donc si maintenant quelque chose n'était pas assez important, encore une fois, je vais revenir un peu 2 secondes sur l'histoire de l'anniversaire. Je vais revenir 2 secondes sur l'histoire de l'anniversaire. Je l'ai dit, mais je vais revenir parce que je pense que c'est important. Le Baal Shem Tov nous disait, un juif, il ne faute que par humilité. C'est fou ça. Le Baal Shem Tov disait, un juif ne faute que par humilité. Pourquoi un juif, il faute que par humilité? Parce qu'il pense qu'il est tellement pas important que sa faute, elle est pas... Hazak. Il dit comme ça, Rovetz ben Amishpataim. Hachem, il est Rovetz ben Amishpataim. C'est quoi Rovetz ben Amishpataim? Il est comme ça, entre les lèvres. C'est quoi entre les lèvres? Le Baal Shem Tov, il dit, Hachem est suspendu aux lèvres des Bnei Israël pour savoir quand est-ce qu'ils vont dire Baruch Hachem, quand est-ce qu'ils vont dire un mot de Torah, quand est-ce qu'ils vont faire. Le Baal Shem Tov disait, Akadosh Baruch Hu, il est sur notre dos pour savoir et pour attendre qu'on fasse un petit point, une petite chose, une petite mitzvah, quelque chose. Ce qui veut dire que selon le Baal Shem Tov, pourquoi tu es prêt à faire des bêtises? Parce que tu considères qu'en fin de compte, personne te regarde. Et le fait que tu considères que personne te regarde, c'est ça qui te pousse à faire n'importe quoi. Mais si, imagine maintenant que tu avais les projecteurs de la terre entière sur toi, ou les projecteurs de l'empereur, le projecteur d'Akadosh Baruch Hu sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Pas parce qu'il te regarde pour te punir. Il te regarde parce qu'il n'y a que toi qui peux actionner sur le bouton. Comment tu prends ta responsabilité? Pour revenir à des choses qu'on a dit déjà 1 ou 2 fois, à l'armée, les plus grands chefs d'armée en Israël, c'était ceux qui, constamment, quand ils arrivaient dans un endroit, ils expliquaient aux soldats, voilà combien de personnes ici. Voilà combien de choses. Voilà l'histoire de ce village. Voilà l'histoire de cette ville. Voilà le nombre de personnes que vous allez protéger. Voilà, etc., etc. Ils venaient, ils leur mettaient une bouffée d'importance dans ce qu'ils font. Et tous ceux, il y avait comme ça, quand on est en Israël, à l'époque on pouvait voyager, ils avaient fait un article sur un soldat, sur un capitaine qui était décédé au combat et qu'il était adoré par tous les soldats sur lesquels ils ont travaillé sous lui. Pourquoi? Parce qu'il les faisait prendre importance de leur rôle. Clair ou pas? Donc cela voudrait dire, écoutez bien, cela voudrait dire que si maintenant quelqu'un ne fête pas vraiment son anniversaire, ça veut dire quoi? Pourquoi une personne ne fêterait pas dignement son anniversaire? En tout cas dans le sens Kodesh. Et les Teilim, et rassembler la famille, et dire un petit mot de Torah, et se renforcer, et prendre. Si quelqu'un ne fait pas ça à son anniversaire, ça prouve quoi? Il se sent pas important. Que son anniversaire n'est pas important. Mais quand tu dis anniversaire, c'est quoi? Que ton existence n'est pas importante. Et une des manières, comment le Rabbi il a voulu mettre en avant que chacun dans son existence, il a une mission extraordinaire, bah si, ça va ensemble. Si ton anniversaire, Madame Bidaron, elle est en train de réfléchir comment elle va faire l'anniversaire de ses enfants. Alors maintenant, si... Je viens de le dire, le pauvre, non, il n'a même pas fait son anniversaire. C'est Roche Robiach Nissa. Oui. On a un bon repas pour le faire bientôt. Alors, On s'en va. vous avez vu ou pas? Je vous ai senti ou pas? Je vous ai senti ou pas? Bon, c'était pas les... Il est en train de s'envoler. Tu peux me tuer sur le... Ce soir, on va lui faire surprise. On va lui dire, c'est pas la date, comme ça. Ouais. Ok? Donc cela veut dire que si maintenant tu ne le fais pas dignement, ça veut dire que toi-même tu as une très faible opinion toi-même. Yes? De toutes les fêtes du Ham Israël, quelle est la fête qui reflète la naissance et l'anniversaire du Ham Israël? Alors c'est ça. C'est Pessah. Cela veut dire que n'importe quel Yehudi sur terre, à Pessah, il est censé prendre des forces, prendre ce que vous voulez, s'investir, réfléchir, comment. Ça doit être l'anniversaire de la famille. Déjà, c'est l'anniversaire du Ham Israël, mais en plus l'anniversaire de la famille. Yes?
Donc si maintenant je vous repose la question qu'on a dit au début, à combien est important le jour d'anniversaire, le Pessah pour vous me répondez quoi? Eh ben voilà. Alors, Rosh Hashanah, en vérité, tout est important. Dans la vie, quelqu'un qui est sérieux, pour lui, tout est important. Mais même quelque chose d'important, il n'y a pas des degrés, mais il y a des valeurs. Rosh Hashanah, c'est la date d'anniversaire de la création de l'univers. Pessah, c'est la date d'anniversaire de la création du Ham Israël. Yes? Yes? Alors maintenant, est-ce que vous croyez qu'il y a une différence, Madame Franco, quand est-ce qu'a commencé l'histoire de la France? Vous connaissez pas? Hein? C'est ma faute, parce que J'ai pas entendu. C'est Clovis qui a commencé, non? Oh, Manishma, ça va? C'est pas avant? Parce qu'hier j'avais eu un doute. Ah ok, donc l'histoire de la France commence avec Clovis. Très bien. Donc, quand on a eu le début de l'histoire de la France, est-ce qu'on appelle ça la naissance du peuple français? On appelle ça comment alors? En vérité, la naissance de la France, Clovis ou je sais pas quoi. Parce que j'ai pas révisé mes dates. Ça s'appelle la naissance du peuple français? Pourquoi pas? Parce qu'il y a trop de mélange. Ok, très bien, entendu. Qui d'autre? Qui dit autre chose? Est-ce qu'on peut appeler ça la naissance du peuple français? Pas mal. Pourquoi? Ah, bah déjà, bravo. Pourquoi? Parce que c'est la naissance d'un gouvernement. En vrai, c'est la naissance du gouvernement. Clovis, il s'est mis en tant que roi, et petit à petit, il a, à travers lui et ses successeurs, ils ont fait plein de guerres. Petit à petit, ils ont pris la Bourgogne, etc., jusqu'à ce que c'est devenu la France d'aujourd'hui. Ok, donc ça a mis 1000 ans quasiment, je crois, 800 ans, pour que la France ait la taille plus ou moins de ce qu'on a aujourd'hui. 1000 ans. Donc il y a eu la naissance, très bien. Mais c'est quoi la naissance? En vérité, c'est essentiellement la naissance d'un gouvernement. Ok? La preuve, c'est qu'un Français qui change de passeport, il est plus français. Il s'appelle plus français. Un Français qui va vivre en Amérique, il s'appelle plus un Français, il s'appelle américain. Je suis américain. Mais pourtant, tu es né en France. C'est deux. Alors, et c'est pour cela que vous avez très bien dit, c'est la naissance, non, c'est l'histoire de la France. Mais est-ce qu'on va dire la naissance du peuple français? Je ne suis pas sûr qu'on dit la naissance du peuple français. Ok? Pourquoi? Parce que le peuple français partage la même culture, partage choses, etc. Par contre, quand on dit la naissance, quel mot vous dit la naissance? La naissance d'un seul et unique être. C'est ça la naissance. Quand vous dites la naissance du peuple juif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la naissance d'une seule et même entité. On est d'accord? Très bien. Donc à Pessah, on a eu la seule et même entité. Et alors maintenant j'ai une question à vous poser. Qui connaît quels sont les prénoms de la fête de Pessah? Je vais prendre le tableau. Hôtel, c'est bien. Et ça, c'est des zéros pour tu manger, c'est gentil. Bah, j'ai mangé un. Il est là, Ça, elle veut qu'on mange même. La question que j'ai posée? Combien de prénoms, combien de noms la fête de Pessah a? Comme vous voulez. Il y a aussi Picsou, il y a aussi plein de choses. Non, ça fait pas Ragayoula, madame. Alors, combien de fêtes elle a? Combien de... C'est une Géoula. Quand on accouche, ça veut pas Chag Géoula?
Ça pourrait. Oui, mais ça, bien que c'est une Géoula, mais ça ne fait pas Géoula. D'accord? Alors, combien de prénoms la fête de Pessah est là? En tout cas, comment elle est définie, la fête de... Pas définie. Prénom. Chag HaMatzot. Très bien. Mesdames, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Alors, premier prénom, premier nom. Chag HaMatzot, facile. C'est marqué dans la... Ça, c'est un prénom, ça vient d'un seul. Oui, la Chag. Chag HaMatzot, c'est marqué dans la Torah, clairement. Chag, Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. Chag HaMatzot. Chag HaMatzot. Ah, on n'a pas compris. On croyait qu'il fallait chercher des prénoms, les prénoms des gens. Vous vont chercher qui c'est qui s'appelle dans la Gada. On est en train de citer la Gada. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. Autant pour moi, autant pour On moi. dira pas ça, mais Ouais, on a peut-être mal compris. Alors, Chag HaMatzot, deuxième prénom. Qui parle pas son Chag Pessah. Il y a 3 prénoms, en tout cas il y a 3 illustrations en mode... il y a 3 grandes phrases, 3 grands mots qui sont dits sur la fête de Pessah. Et ça, Matzah, Non, c'est pas ça. Alors, après, on a celles qui font la tfila. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatitan lanu Hashem Elokeinu et yom chag hamatzot hazeh ve'et yom tov mikra kodesh hazeh zeman hein? Non? Presque. Zman. Zman. Pardon, ça en est un bleu. Zman cheruteinu. Ça veut dire quoi, Zman cheruteinu? Ça veut dire quoi, Zman cheruteinu? Ça veut dire allez, mesdames, allez, on se réveille. Bravo, c'est le temps. Cheruteinu. Mais si. Madame Shana, on va arrêter les études en Israël, hein, si on ne sait pas le travail de faire tout ça. Alors. elle dit c'est jarabéen. Non, c'est pas de l'arabéen. Zman cheruteinu. C'est quoi? Comment on dit une personne libre? Il nous a libérés, la fête de la Zman libération. cheruteinu. Le temps de notre libération. Et après, la dernière, celle qu'on connaît tous. Pessah. Chag. À Pessah. Alors la prochaine fois, je la fais en hébreu. Voilà. Ok? Donc j'ai demandé combien de prénoms à la fête de Pessah. C'est ça que j'ai demandé, non? Vous voulez qu'on revérifie, Madame Biderman, au cas où? De prénoms à la fête de Pessah. Comme on appelle la fête de Pessah, quoi, en fait. C'est des prénoms. Bah oui, Oui, là, c'est dans la comment on Torah, elle appelle. s'appelle Chag HaMatzot. Dans la Tfila, on dit Chag HaMatzot, Zman Cheruteinu. Et la fête que nous connaissons tous, c'est Pessah. Alors ça s'appelle pas combien de prénoms, ça s'appelle comment dénomme-t-on la fête de Pessah à Pessah. C'est plus clair. Autant pour moi. Autant pour On moi. va chercher des prénoms, donc moi j'ai cherché, j'étais en train de réciter la Très bien. Gada. Très bien. Tout à l'heure, je vous dirai comment faire le gâteau pour Reb-Zev. Alors, Non, mais il a fait son travail, lui, il a béni, il a fait des Chazak. Nous, on n'a pas fait son gâteau. Chazak. Alors, donc, Zman Cheruteinu. Donc, comment dénomme-t-on la fête de Pessah? Elle a 3 prénoms. Allez, maintenant, on se concentre, mesdames, parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Donc, Chag HaMatzot, Zman Cheruteinu et Chag HaPessah. Par exemple, pour Shavuot, elle a d'autres fêtes. Elle a Shavuot, Chag HaAsif, après, bon, Matan Torah, c'est un autre prénom. Zman Matan Torateinu. Ok? Sukkot, Rosh Hashanah, non, combien de prénoms là? Rosh Hashanah, Yom. Bon, il y en a, j'ai pas en tête, mais des fois on nomme plusieurs prénoms sur un même point. Ok? Alors maintenant j'ai une question à vous poser. Si maintenant. Alors, juste une question. Alors maintenant. À quoi ça sert de donner 3 prénoms à une seule et même chose? Ça signifie 3 choses différentes de cette fête-là. 3 côtés différents de cette fête. Très bien. Donc à quoi ça sert? En fin de compte, en général, quand on a 3 prénoms, alors rarement sont les gens qui ont 3 prénoms vraiment. Mais même ceux qui ont 3 prénoms,
même ceux qui ont des 3 prénoms, ben chaque prénom, il illustre quelque chose. Ok? Alors maintenant, dans la Torah, les prénoms, on va pas dire que c'est des titres, mais quelque part, en tout cas, c'est une appellation. On est d'accord ou pas? Très bien. En vérité, si vous avez un tout petit peu un cerveau de chercheur, eh ben vous savez qu'est-ce que ça va vous amener comme une lumière rouge dans votre cerveau quand vous entendez 3 prénoms? Vous savez qu'est-ce que ça va vous amener comme lumière? Dis mais, en fin de compte, cela voudrait dire que chacun des prénoms illustre une facette de la fête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître une personne et après quand vous lui demandez quel métier tu fais, il vous dit je sais pas moi, je fais ça. Ah, t'as vraiment pas la tête de l'emploi. Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi vous avez eu cette réaction? Hein? Il a montré une facette qu'on a vue, et avec le métier, on a vu une autre facette. Parce que dans votre tête à vous, vous le connaissez sous un angle, et le métier qu'il fait, pour vous, c'est censé être une autre type de personne. On est d'accord ou pas? Donc par conséquent, et maintenant, si maintenant vous le voyez, et là vous allez dire ah, c'est comme si maintenant vous voyez une dame d'Arka et tout ça, et après, mais d'Arka Tamout, je dirais pas une tunisienne, mais bon. Alors, d'Arka Tamout, et après vous lui demandez qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Oh, j'ai bac plus 20, je suis chercheur au CRNS. Ah, ils emploient des gens comme vous au CRNS? Pourquoi vous faites ça? Parce que dans notre tête à nous, quand quelqu'un il est chercheur au CRNS, ça doit être vraiment là-bas, tout doit être en noir, tout le monde doit pleurer, tout le monde doit être comme ça, et tout le monde doit réfléchir. Pourquoi? Parce que on imagine que c'est comme ça le monde des chercheurs. En fin de compte, oui, non, ça peut être comme ça peut ne pas être comme ça. Peu importe. Mais en tout cas. Et donc ça veut dire quoi? Chaque chose qu'une personne fait, chaque titre qu'une personne fait, chaque chose dominante qu'une personne fait, eh ben ça illustre une autre facette de la personne. Ok? Pour vous terminer, vous donner un exemple. Pour vous donner un exemple, imagine maintenant que quelqu'un il est médecin. Ok? Alors, imagine maintenant quelqu'un il est médecin. Mais médecin très sérieux, quand vous le voyez au cabinet, très sérieux, très pro. Et après, quand vous le voyez à la choule, il est que dans une association bénévole, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des gens, mais de la manière la plus gentille, extraordinaire, cool possible. Qu'est-ce que ça vous dit sur lui? Ça peut vous dire éventuellement qu'il est médecin par altruisme. Un instant. Vous allez voir qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut être médecin. Ok? Donc vous le voyez, comme vous le voyez dans sa casquette non de travail, vous le voyez hyper altruiste. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous tilter. Et quand vous allez arriver au cabinet, vous allez dire en fin de compte, il s'intéresse au cabinet en tant que médecin, il s'intéresse énormément sur les personnes. Ok? Et après, vous allez le voir dans une autre facette de sa vie, vous allez voir qu'en fin de compte, tout se colle. Donc en fin de compte, c'est un médecin qui est ascendance altruiste, ou que sa nature est altruiste. Si maintenant, vous prenez le même médecin, et lorsqu'il est à la choule ou en association bénévole, il est dans l'administratif et la gestion, vous allez dire, c'est bizarre pour un médecin d'être dans la gestion. Et quand vous allez aller voir dans le cabinet, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un gars qui va être supra-gestionnaire. Dès qu'il y a un truc, il t'envoie chez tel médecin, tel spécialiste, tel truc, il vient, il vous regarde même pas, il regarde les analyses, il regarde, bon d'après les analyses, il faudrait faire ça, mais il vous a même pas regardé une seule fois dans les yeux. Qu'est-ce que vous comprenez? Que sa médecine, il la traite en tant que gestionnaire d'un fichier Excel. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas connaître une personne sous une seule et unique facette. On ne peut connaître une personne que sous plusieurs facettes. Ok? Et c'est pour cela que faire les chaïm avec les gens, ça amène tellement de proximité. Pourquoi? Je dis pas les chaïm où le gars il sort complètement saoul. On parle pas de ça. Quand vous invitez les gens à la maison, etc. Pourquoi? Parce que quand vous les connaissez sous une seule facette de la choule, vous les connaissez sous une seule facette, quand vous les voyez à la maison, détendus, sans pression, etc., là il y a une autre facette. Et c'est pour cela qu'une vraie amitié ne se scelle presque qu'autour d'un repas.
Hein? Oui, la fait des repas. Ne se scelle que sous un repas. Mais si maintenant quelqu'un il est votre ami, mais vous l'invitez jamais chez vous à la maison, Ouais, c'est bizarre. C'est pas un ami, dans ce cas-là, c'est une relation. voilà. Ok? Pourquoi? Parce que cela veut dire que je le connais pas vraiment. Parce que si je le connaissais vraiment, il me connaissait vraiment, eh ben, j'irai chez lui, il irait chez moi. Donc une vraie chose, tu ne peux la connaître que sous plusieurs facettes. Si tu n'as pas vérifié plusieurs facettes, tu n'as absolument aucun accès à la réelle personnalité. Merci beaucoup. Alors, tu n'as aucun accès à la réelle personnalité. C'est pour cela que maintenant, je vais vous donner une petite idée. Si vraiment vous voulez savoir avec qui vous parlez, eh ben, plus de questions que vous allez poser, plus vous allez connaître la personne. Mais c'est avec le temps aussi. Non. Alors, madame dit avec le temps. Ah oui et non. Si vous connaissez un médecin que quand il est médecin, vous pouvez le connaître pendant 30 ans, vous ne savez pas. Ce n'est pas la quantité de temps, c'est la quantité de situations différentes. Et c'est la quantité de situations. Donc, situation différente veut dire facettes différentes. C'est la quantité de facettes différentes qui vous donne une vraie idée de la personne. Dans tout. Dans tout. Absolument tout. Et donc, absolument. Et c'est pour cela que maintenant dans les hôpitaux, c'est maintenant, je ne sais pas maintenant comment ils font parce que tout le monde est préoccupé par une seule chose, mais avant dans les hôpitaux, en 2019, il y avait une nouvelle sorte de médecins, pas de médecins, mais je ne sais pas comment on pourrait les appeler, c'est des médecins volants. J'ai trouvé ça un truc de folie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, maintenant, ils prenaient des cas, ils prenaient des cas particuliers dans l'hôpital, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prendre le dossier chez tel spécialiste, tel spécialiste, tel spécialiste, tel spécialiste, et il le mettait sous une autre lumière. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que chaque spécialiste, il a tout ce qu'il a à dire, mais il n'a pas la photo d'ensemble. Comme il n'a pas de photo d'ensemble, il ne peut pas avoir l'image en HD. Il ne peut pas avoir l'image en HD. Il n'a que des images découpées. Clair? Donc, c'est-à-dire la réalité de quelque chose ne passe que à travers des facettes différentes. On est bon? Et donc déjà ça, et c'est pour cela que à vos enfants, vous devez pas les pousser, mais en tout cas les promouvoir à avoir des expériences différentes. Ne jamais être toujours avec les mêmes copains. Leur faire des fois, les pousser à avoir une expérience différente, même à force, non, à marche forcée, même à marche forcée, les faire découvrir une expérience différente. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vont connaître une autre facette d'eux-mêmes. Sans parler que aussi, vous allez voir qu'ils sont capables. Yes? Très, 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 très important. Yes? Alors maintenant, ici, de la même manière. Si maintenant je veux savoir quelle est la sensation, qu'est-ce que nous apprend la fête de Pessah? Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi Allah 4 prénoms? Et qu'est-ce que peut nous apprendre les 4 prénoms? Les 3 prénoms, pardon. Yes? Très bien. Alors maintenant, petite question. En vérité, je ne vais pas vous poser la question parce que je ne pense pas que vous connaissez la réponse. Donc directement, je vais vous dire la différence. Une des particularités qu'on a, ça c'est en petite idée, Chag HaMatzot, Chag HaZman Cheroteinu et Chag HaPesach, bizarrement, les 3 prénoms sont subvenus à des périodes totalement différentes. Chag HaPesach, c'était quoi? Chag HaMatzot, c'était quelle période? Origine, sortie d'Égypte, on va dire Torah écrite, c'est dans le Chumash. Chumash. Le Chumash appelle la fête de Pessah Chag HaMatzot. Le deuxième, c'est quoi? C'est dans la Tfila. Tfila. Ok? Et ça, c'est dans quoi? C'est quasiment nous tous les Bnei Israël. C'est venu bien après, c'est venu à l'époque du Talmud. Donc, c'est quand même, ça aussi, ça peut nous aider à réfléchir. Comment ça se fait que la fête de Chag HaMatzot est arrivée à Torah écrite,
Ok? Et c'est pas que dans la même période, on avait 3 prénoms. Quand quelqu'un il a 3 prénoms, il a 3 prénoms à sa naissance. Nous, on a pour la même fête, on a 3 prénoms qui sont venus à chaque fois à des étapes différentes. Ok? Yes? Très bien. Ah maintenant, on va regarder qu'est-ce que le rabbi nous dit. Alors, alors le rabbi il veut répondre de la manière suivante. Il dit en vérité, la fête de Pessah, tout à l'heure on a dit que c'était pas seulement important, ça nous concernait absolument tous. Et maintenant, juste avant de continuer, question. La baguette là, qui est ici, elle doit être bonne, elle doit être sympathique. Hein? Est-ce que si vous la prenez dans le métro, la baguette, ça a la même valeur? Ça a le même goût? Je la mangerai pas dans le métro, vraiment j'aime les autres. Si maintenant vous prenez un repas, mais dans un tupperware quand vous êtes en train de courir dans le travail, ou bien vous vous asseyez, le même repas, avec la personne qui vous est importante. C'est pas pareil. C'est pas la même. Ça dépend des situations. Ah ah. De la même manière, imaginons maintenant que pour une personne, je sais pas moi, voyager en Israël, c'est pour les vacances. Et pour l'autre, c'est quelque chose d'hyper important, elle rencontre son chidour, c'est le mariage de son enfant, c'est autre chose, etc. Là, le voyage en lui-même, quelle valeur va avoir le voyage? Réponse. En fin de compte, ça va avoir la valeur de l'importance qu'il va donner. De là, on voit quoi? Que toute action dans la vie n'a de valeur que de son objectif. On est d'accord ou pas? Maintenant, encore mieux que cela, quand vous prenez l'avion, vous êtes déjà en train de fêter le mariage de votre enfant. Quand vous allez, et la preuve, c'est quand vous voyagez, vous dites quoi? Vous faites quoi? Bah, je vais au mariage. Et quand je vais au mariage? Je m'arrête dans une semaine. Bah là oui, mais je vais au mariage. Donc la valeur de ce que tu fais, l'action de ce que tu fais, n'existe qu'à travers l'objectif et ce que tu vas en faire. On est d'accord ou pas? Très bien. J'ai une question à vous poser. Quelle est la valeur quand je dis valeur, c'est pas valeur en argent, c'est valeur, c'est quelle est l'importance ou quelle est la valeur du Ham Israël? Oui, quelle est la valeur du Ham Israël? Que vaut le Ham Israël? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui, on pourrait dire quelle est la valeur. Ou que représente le Ham Israël? Ah, pas mal. Que représente le Ham Israël? Donc quand je vais en voyage, que représente mon voyage? Bah, mon voyage représente le mariage de mon enfant. Le voyage représente mes vacances. Le voyage représente quelque chose de très important. Je dois aller demander de brachot au rabbi, etc. Donc je vais pour demander des bénédictions. Ok? Donc la valeur, l'importance ou la valeur du voyage dépend de ce que tu dois faire. Ok? Que vaut le Ham Israël? Quelle est l'importance du Ham Israël? Quelle est la valeur du Ham Israël? Encore un autre bug ce matin. Bah déjà, on va faire l'équation. Regardez, on va faire l'équation. L'équation est très simple. On a naissance du Ham Israël. On est d'accord ou pas? Naissance du Ham Israël. Mais est-ce que ça, c'est une vraie valeur, naissance du Ham Israël? Il y a des naissances d'enfants tout le temps. Pourtant, c'est quand il y a les naissances du prince Harry qui est sur la presse. Pourtant, il y a des naissances chaque jour. Pourquoi ils n'ont pas mis mon enfant sur la presse? Il y a des naissances tout le temps, oui ou non? Donc, en vérité, la naissance toute seule, elle a une valeur limitée. Très bien. Quel est le deuxième paramètre de la naissance? Pourquoi il est né? Pourquoi le Bnei Israël il est né? Pourquoi le Ham Israël il est né? Pour recevoir
la Torah. On est d'accord ou pas? Pour recevoir la Torah. Cela veut dire qu'en vérité, quand vous faites les deux l'un avec l'autre, quelle est la valeur du Ham Israël? C'est quoi Pessah? C'est la naissance du Ham Israël. Quelle est la valeur? Pourquoi le Ham Israël est né? Pour servir Dieu. On est d'accord? Donc, si maintenant je te pose une question, quelle est la valeur du Ham Israël? Eh bien, ça dépend de son but. La création du Ham Israël, il est pour servir Dieu. Donc, la seule valeur pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le Ham Israël, c'est pour avoir un peuple témoin, comme quand vous vendez des appartements, vous avez un appartement témoin, vous faites rentrer les acheteurs pour leur montrer, etc., etc. Donc ça, c'est la valeur. L'appartement témoin, c'est ce que je vais te vendre. Quelle est la valeur du Ham Israël? Tout le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Ta'avdon et Elokim, à la Harazé. Vous allez servir Dieu sur cette montagne-là. Donc si maintenant, que s'est-il passé des Juifs qui n'ont pas voulu servir Dieu? Ils sont restés en Égypte. 80% des Bnei Israël sont restés en Égypte. Pourquoi? C'est pas parce que je t'aime pas, je t'aime. Mais le but pour lequel je fais sortir l'Arme Israël. Donc en vérité, le but, il était de libérer l'Arme Israël, ou le but, il était de créer un peuple attaché à la Torah. On est d'accord ou pas? Yes? Donc par conséquent, le Rabbi va faire une équation. Regardez bien ce qu'on va faire. On a les trois prénoms et on a le but. Donc ça, c'est Pessah. On est d'accord? Ça, c'est Pessah. Pessah, c'est quoi? C'est création d'un peuple pour recevoir la Torah, pour servir Dieu. On est d'accord? Donc, et cette fête-là, elle a trois prénoms. Donc maintenant, on va comprendre cela à travers les trois prénoms. Et les trois prénoms, ils vont nous apprendre à faire ça. Yes? Alors, encore une fois, regardez, là, tout ce qu'on apprend, on apprend de la Torah, mais on apprend aussi une manière de réfléchir. On est d'accord ou pas? Donc, si demain, vous voulez savoir quelque chose, pour n'importe quel domaine, la première question que vous devez vous poser, c'est quoi? À quoi elle va me servir? C'est quoi son but? Selon son objectif, il va avoir de la valeur. Et après, cette même valeur-là, selon l'importance, il faut la tester sous plusieurs angles. Et selon ce que vous voulez donner comme valeur, il y a des fois des gens qui vont s'associer avec des autres personnes uniquement parce que pour des mauvaises raisons. Il amène de l'argent, parce qu'il est sympathique. Ça n'a pas à voir avec ce que tu veux. Ce que toi tu veux, c'est une chose plus profonde. C'est de... etc. etc. Ok? Yes ou pas? Très bien. Alors bien, le Rabbi, il va nous dire. On va comprendre tout cela à travers un exemple. Quels sont dans votre vie les moments où vous avez eu besoin d'un maître? Maître M-A-I-T-R-E. Accent circonflexe. Hein? C'est pas assez précis. Madame Dom? Grandir, c'est pas mal. Non, d'un maître pour les joies et les peines. Pour nous aiguiller, nous aider à surmonter la tristesse ou alors nous partager notre joie. Nous élever Pas vraiment un maître. Ça s'appelle un conseiller, ça s'appelle un ami. Un maître. pour nous élever. Pas mal, mais c'est pas assez précis. Hein? Pour nous élever, pour nous C'est guider. même très bien. Évoluer, nous élever. Mais il me faut plus de précision. On va atteindre un but précis. Nous aider à atteindre. Très bien, il me faut plus de précision. À quel moment dans la vie on a besoin d'un maître? Toujours. Non? Oui. Mais ça s'appelle plus un maître, ça s'appelle un rat, ça s'appelle un conseiller. Quand on passe une épreuve. Non. C'est quand on est jeune. Oui, mais vous m'expliquez des phases dans votre vie. Mais essayez de me trouver à quel moment dans la vie on a besoin d'un maître. Bah, quand on n'est pas Quand on est indépendant. enfant. Ah ouais. Vas-y. Quand on n'est pas indépendant. Hein? Ah oui, d'accord. Quand on n'est pas Quand on indépendant. n'est pas indépendant. Tout à l'heure vous avez bien répondu évoluer, mais vous n'avez pas été précise. Quand on n'est pas sûr de soi. Ah, pas mal ça. Madame Yehoudit. Quand on n'est pas sûr de soi. Shana.
Ben, regardez bien autour de vous. Vous avez des enseignants qui vous ont enseigné et vous avez des maîtres. Alors, je ne vais pas parler sur le principe d'un maître est égal maîtrise d'un sujet, tout ça, c'est pas ça que je parle. À quel moment on a eu besoin c'est-à-dire sans ça, je ne pouvais pas avancer. Premier maître, Nos parents. bravo. Premier maître, nos parents. Quelle est une des choses qu'on a appris de nos parents? Hein? Parler, marcher, bien. Bravo! Toutes les choses qu'on n'aurait jamais pu deviner par nous-mêmes. Le maître est appelé un maître. En tout cas, il me concerne en tant que maître s'il m'apporte quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir de par moi-même. Ça aurait pu être la définition de ce que c'est un maître. Alors, pardon, j'utilise mal les mots. Lui, il peut être un maître, mais ça n'a pas été mon maître. Ok, lui, il peut être un maître, mais ça n'a pas été mon maître. En tout cas, quand est-ce que j'ai un besoin d'avoir un maître, c'est lorsque je suis dans une impasse et que sans l'apport de ce maître-là, je ne pourrais absolument jamais évoluer. Vous avez très bien répondu, les parents. Les parents, c'est mes maîtres. Les parents, c'est les parents. Mais non, c'est les plus grands maîtres. Au passage, ça montre à combien on a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de nos enfants. C'est les plus grands maîtres. Pourquoi c'est les plus grands maîtres? Parce que nous, comme l'éducation qu'on fait, elle passe aussi beaucoup par l'exemple, donc on croit qu'on fait rien. Mais Laura Léno, Dieu préserve. Dieu préserve. Imagine maintenant un enfant que ses parents, il aura Léno, Dieu préserve, et il ne marche pas. C'est possible que l'enfant ne va jamais marcher de sa vie. À part si après demain, il va voir des gens qui marchent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'exemple qu'il fallait. Donc si je n'ai pas l'exemple qu'il faut, je ne sais pas que la notion de marché existe. Si Laura Léno, Dieu préserve, des parents, ils ne parlent pas, lui, il ne va pas savoir parler. Si de la même manière, des parents, ils ne savent pas se tenir à table, il ne va pas savoir se tenir à table. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à que si Hachem lui a donné une certaine intelligence, et bien lorsque maintenant, il va se retrouver autour des amis, il va voir que c'est le standard, et moi je ne rentre pas dans le standard. Donc il va se travailler. Mais si maintenant c'est trop tard, parce que dans sa tête à lui, il a un problème, si c'est trop tard, c'est fini. Yes ou pas? À quel autre moment on a vraiment besoin d'un maître? Et que ce maître-là, sans ça, je suis galère. Apprendre à lire. Si j'ai pas quelqu'un qui me dit que le Aleph c'est le Aleph, que le Bet c'est le Bet, comment je vais savoir? Apprendre à lire. Apprendre à tenir un stylo. Les notions de base. À partir des cours élémentaires. Alors je sais pas si peut-être dans élémentaire, on peut associer le mot élémentaire par aussi fondamental. Élémentaire, c'est presque comme fondamental. Oui ou non, c'est basique. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a autre chose. Mais à partir de la 6e, et un enfant, il sait lire, il sait écrire, il sait travailler, etc. Quelque part, il pourrait même presque étudier tout seul. Et combien de choses on peut apprendre à travers des tutoriels, à travers des choses, à travers des émissions, à travers toutes les choses qu'il y a sur Internet. Tu peux apprendre des tonnes. Pourquoi des tonnes? Pourquoi avant j'avais besoin d'un maître et maintenant j'ai pas besoin d'un maître? Le maître, t'en as besoin, ça dépend dans quel domaine. Alors bien évidemment, chaque vidéo c'est aussi un maître. Mais qu'à partir de quand tu as besoin d'un maître? Quelque chose que tu ne peux pas obtenir par toi-même. Donc je suis limité à ce que je suis. Le maître, il vient pour me sortir de mon carcan et de mon... Yes? Yes? Très bien. Dernière question, après vous allez voir que tout va entrer dans l'ordre. Question que j'adore poser et que malheureusement, les gens en général ne savent pas répondre. Qui c'est qui a le plus de facultés à apprendre? Les enfants ou les adultes? Les enfants. Avec, hein? J'allais dire adulte. De facultés à apprendre? Ah, de faculté, non, j'ai cru. Non, vraiment, je passe pour une mytho, mais j'ai cru. Non, d'accord. J'ai cru. Alors, difficulté à- qui a le plus de facultés à apprendre? Les enfants ou les adultes? Et pourtant, je vous avais prévenu que vous allez vous planter. Hein. Et vous avez même pas eu un peu de retenue. Il nous a prévenu qu'on allait se planter, vous avez donné directement la réponse. Vous pensez vraiment qu'un adulte qui a plus d'expérience a moins de facultés à apprendre? Ça marche dans votre tête? Un adulte, il se limite. Les enfants, ils se limitent pas. Par rapport à une question, parce que là, c'est des connaissances. Faculté à apprendre. Vous pensez vraiment qu'un adulte
aurait des problèmes neuronaux qui va l'empêcher d'apprendre plus qu'un enfant? Non, au contraire. Parce que déjà, on a l'expérience, la connaissance, la compréhension. Donc, c'est peut-être qu'on apprend plus lentement une leçon, mais on va mieux l'apprendre parce qu'on va la comprendre plus rapidement. Ah, donc vous aurez répondu quoi? Dans la première question, vous aurez répondu quoi? Moi, pour moi, je sais que j'apprends mieux maintenant en tant qu'adulte qu'avant en tant qu'enfant. Après, je sais pas, c'est peut-être moi, mais... Alors, Béhémet, ça serait... Pourquoi vous avez répondu directement? Vous savez pourquoi vous avez répondu directement? Parce que vous voyez que les enfants, ils apprennent plein de choses, mais vous, Moi, je peux te les 5 dernières années... En fait, les enfants, ils ont une facilité à retenir, je pense, par rapport à nous. Ils retiennent, ils mémorisent plus facilement que nous. Hein? On connaît tout, les adultes. Alors dans ce cas-là, on simplifie les choses parce que c'est pas le même apprentissage un enfant et des adultes. Quelle différence? Les adultes, c'est plus la connaissance, les enfants, c'est plus l'apprentissage dans le sens où il y a une... Mais non, vous avez ceux qui sont à partir de 6e, 5e, ceux qui sont à l'université, ils s'éclatent. Ils apprennent, ils s'éclatent. Ils s'éclatent. Et pourtant, ils sont déjà adultes, ils ont 20 ans. C'est clair, mais ils n'ont pas l'expérience d'un adulte. Oui, elle va venir. Mais moi, je vous ai posé la question avec un enfant. Mais des fois, vous avez des jeunes jusqu'à 20 ans, 22 ans, 24 ans. Ils défoncent les livres. Donc, si vous me dites que le problème, il est chez l'enfant, l'avantage, il est chez l'enfant. Celui-là, il a 20 ans, c'est plus un enfant. Donc, est-ce que... Et vous êtes quoi, vous? Et vous êtes quoi, vous? Vous êtes vieille? Hein? Non, moi je suis Parce qu'il y en a qui sont jeunes. Non, moi je suis jeune. Ah, vous êtes jeune? Pas jeune. Ah. Non, mais par exemple, si elle est jeune, bien sûr. Elle est toute jeune aussi. Alors, Non, mais quand par exemple on va faire l'ALIA et que les enfants ils ont plus de facilité à apprendre la langue que les adultes, ils ont plus de c'est facilité. toujours la même question. Pourquoi ils ont plus de facilité? Bah, parce que c'est en développement. Ok. Ils sont pas formatés comme un Alors, adulte. avec votre permission, je vais vous faire un petit reproche. Puis-je me permettre? Très bien. Je vais vous faire un petit reproche. Vous avez fait ce qu'on appelle, vous avez répondu avec le grand classique des clichés. Dans la tête, l'enfant il est à l'école, l'enfant apprend beaucoup de choses, et moi j'ai pas appris beaucoup de choses. Vous êtes arrêté sur les clichés. Non, on n'a pas Ah dit non, ça. laissez-moi terminer, vous allez voir. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, attendez, laissez-moi. Vous êtes arrêté sur les clichés. Vous n'avez pas réfléchi. Mais pourquoi vraiment lui, il apprend plus que moi, alors que je suis beaucoup plus intelligent que lui, alors que je peux retenir beaucoup mieux les choses, alors que je comprends tout rapidement? Pourquoi j'ai ce cliché en moi? Alors déjà, vous êtes rentré dans un cliché qui n'est pas bon parce que l'intelligence, elle est innée à la naissance. Tout le monde a une intelligence. Après, c'est la manière dont on la développe. Non, l'intelligence, c'est le muscle. L'intelligence, c'est la voiture. Très bien. Mais apprendre. Vous êtes d'accord? Vous avez répondu que les enfants, ils ont plus de facilité à apprendre que les enfants, que les adultes. Très bien. Et donc, vous êtes arrêté sur les clichés. Et je vous avais prévenu en plus, avant, que vous n'allez pas connaître la réponse. Alors, je vais vous dire en vérité, c'est quoi le problème? Pourquoi un enfant, il apprendrait plus vite qu'un adulte? Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, il ne remet pas en cause l'enseignement qu'il recevra. 1. 2. L'enfant considère que son maître est la source du savoir, c'est Moshe Rabbeinu. L'enfant considère que son maître, c'est Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'il dit, c'est Emet. Ça, c'est bleu, et c'est blanc. La morale a dit que c'était bleu. Ok. C'est rien dit. La morale a dit que c'était Pessah. Mais c'est dans 2 semaines. La morale a dit que c'était Pessah. Makara. Alors, après, bien évidemment, il va apprendre, il va truc, ça dépend de l'âge, etc. Mais qu'est-ce qu'il considère? Tu m'as envoyé à l'école. Donc, ton papa et maman, ils considèrent que là-bas, c'est la source de l'apprentissage, la source du savoir. Donc, en vérité, tout ce qu'ils vont dire là-bas, bah, c'est la vie. On est d'accord ou pas? Et ainsi de suite dans tous les domaines. Un adulte, à part si vous considérez le professeur comme bonne référence, mais sinon, vous écoutez le cours et en même temps vous regardez sur Wikipédia s'il n'a pas dit n'importe quoi. Quand vous êtes dans des conférences au travail,
que vous n'avez pas peut-être la même relation que vous aurez pu avoir avec un rave ou n'importe quoi, et ben le gars, vous terminez le cours, moi c'est pas comme ça que j'ai appris, hein. C'est pas comme ça que j'ai entendu, et vous regardez, vous revérifiez. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, vous avez eu le passage de l'enseignement, de la transmission, et la transmission, elle a eu un filtre qui s'appelle « Attends, je vais vérifier », et entre-temps, elle a perdu de sa puissance. Alors bien évidemment, c'est ça la différence entre les enfants et les adultes. Bien sûr. Mais imagine maintenant qu'un adulte, maintenant je vais vous poser une question, imagine maintenant qu'un adulte, il a la capacité, à n'importe quel âge, il a la capacité de se taire et d'avoir une confiance absolue dans son maître. Et quand son maître y parle, il se tait au plus haut niveau. D'après vous, il va continuer à apprendre longtemps ou pas? Ah si. Il va pas s'arrêter. Il va avancer. Il va évoluer grave. Pourquoi il va évoluer grave? Parce qu'en vérité, il va se remettre dans la peau d'un enfant. Un enfant, quand il est à l'école, il considère que tout celui qui lui donne, c'est le source de savoir. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, et maintenant, quand on arrive à un âge adulte, là, on remet en cause à peu près tout ce qu'on apprend. Un instant. On remet en cause quelque part tout ce qu'on apprend. Mais si maintenant quelqu'un, il se remet dans cette situation-là, il n'y a plus rien qui existe sur Terre, voilà le maître. Ça, c'est bleu. Ça, c'est vert. Ça, c'est comme ça qu'on réfléchit. Très bien, c'est comme ça qu'on réfléchit. Etc. À ce moment-là, il va beaucoup plus évoluer. Je vais vous donner une preuve. Comment on fait pour apprendre beaucoup de langues? On parle par cœur. Pourquoi le par cœur? Parce qu'en fin de compte, celui qui va apprendre, mais ça on va revenir, celui qui va apprendre des langues par réfléchir, il ne peut pas. Il va y revenir dans quelques instants. Claire, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, la première valeur d'apprentissage est l'écrasement. Pour apprendre, il faut s'écraser. Si on n'apprend pas, on ne peut pas s'écraser. Si on ne s'écrase pas, on ne peut pas apprendre. Et s'écraser, c'est avoir des doutes, quoi. Non, s'écraser au contraire, c'est tout le contraire. C'est considérer que l'autre, c'est le savoir absolu. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a pas... Yes. Très bien. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Maintenant, est-ce que s'écraser, alors là on arrive au tournant, concentrez-vous bien. Est-ce que s'écraser, c'est tout l'apprentissage? Tout le but de l'apprentissage, c'est s'écraser? Quelle est la deuxième partie? Raisonner. Oui. Ah, très bien. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est se questionner, on est d'accord ou pas? Ça veut dire quoi se questionner? Qui questionne? Quand vous vous questionnez, qui questionne? Et qu'est-ce qui se passe au moment où vous questionnez? Donc vous avez pris une information. Ça c'est l'information. Ok, ça c'est l'info. Et là, question. On commence à réfléchir. C'est quoi les questions? D'où proviennent les questions? Je vais vous donner directement la réponse. La question provient de votre ego. Je sais, ça vous dérange parce que les mots ils vous dérangent, mais vous allez voir que j'ai raison. De toute façon, je vous ai déjà dit, j'ai toujours raison. Alors, qui questionne? C'est notre maître. Non. Quand une fois que vous avez reçu l'info, vous l'avez appris par cœur, vous la connaissez. Après, on passe au passage de la question. Qui questionne? C'est pas précis. Apprenez, pas apprenez, mais vous allez voir qu'il y a plus précis que l'élève. Oui, mais ça dépend comment vous interprétez le mot ego. En français, ego, ça veut dire mon être. C'est ça l'ego. L'ego, c'est mon être. D'accord, mais il y a après... il y a- Non, parce que on confond tout le temps ego et orgueil. Voilà. L'ego, c'est moi. Qui pose les questions? Ah, je sais, pour vous charrier, c'est pour réveiller tout le monde. Qui pose la question? C'est pas ton cerveau. C'est l'ego. C'est ton ego. C'est quoi ton ego?
c'est qu'en vérité, l'info, elle contredit quelque part ta personnalité, sans le vouloir. Elle contredit ce que tu réfléchis, elle contredit ce que tu ressens, elle contredit. Et à ce moment-là viennent les questions. Et qu'est-ce que tu fais dans les questions? Tu dis, attends, attention. Ok, j'ai appris ça, je suis d'accord. Mais attends, mais 2 secondes, mais ça ne marche pas avec le bois, là, ce qu'il m'a dit. Et là, tu dis, mais pourquoi? Donc, en fin de compte, toi, tu as une analyse du bois, et ce qu'on t'a posé comme question, ça bloque le bois. Tu as une analyse avec telle matière, et ça bloque avec la matière. Donc, en fin de compte, le questionnement, il provient de qui? Madame Biderman, vous n'êtes pas là. Le questionnement provient de qui? De l'ego. Donc, de moi. C'est très important parce que c'est vraiment, vraiment très précis, vous allez voir. C'est l'ego, c'est moi. Et vous allez voir, et c'est pour cela, je vous avais déjà raconté le gars de le prix Nobel qui avait remercié sa mère, je vous avais raconté il y a quelques semaines, là, je crois, qui avait remercié sa mère, et il dit, pourquoi tu remercies ta mère et pas ton père? Parce que mon père il me demandait à chaque fois qu'est-ce que t'as appris à l'école, ma mère elle dit, quelle question t'as posée? C'est quoi quelle question t'as posée? Elle lui a développé son caractère. Elle lui a développé son caractère. Parce que quand tu poses des questions, c'est quoi les questions que tu poses? C'est que toi, tu as un caractère bien trempé. Ce que vous me dites, ça ne marche pas. Après, il y a ce qu'on appelle la chutzpah, l'insolence. Ça, c'est autre chose. L'insolence, c'est autre chose. Ça veut dire quand l'insolence, ça veut dire que je remets en cause l'autorité. Ça, c'est autre chose. Les questionnements bien faits, ce n'est pas une remise en cause de l'autorité. Les questionnements bien faits, c'est tu me donnes une information, mais l'information, elle s'oppose à ma personnalité. Donc, ou bien je change l'info, et je ne peux pas parce que toi, tu es mon cher Abénou, ou bien je change ma personnalité. Elle n'est pas obligée d'être implicite, on peut aussi l'analyser. Ça, c'est le questionnement. C'est le questionnement. Mais peu importe. La phase de question, c'est la phase de l'ego. Et c'est pas grave, hein. C'est normal, hein. C'est normal. Et pas seulement que c'est normal, c'est au contraire. Ça prouve que tu réfléchis, ça prouve que tu analyses, ça prouve que tu as du caractère, et ça prouve que ça t'intéresse, et ça prouve que tu intériorises aussi. Parce que si tu ne poses pas de questions, en fait, quand tu rentres par une oreille, ça sort de l'autre. On est d'accord? Mais ça ne change pas que qui pose les questions, c'est l'ego. Yes? Yes? Très bien. Le rabbi continue. Une fois maintenant que moi j'étais à la yeshiva, je connaissais rien, je ne savais même pas lire. Je vais à la yeshiva, j'apprends. Je suis une éponge. Je me casse la tête, je suis une éponge. Mais pendant ce temps-là, je pose des questions, je suis une éponge. Quelle est la 3e phase? Donc on avait dit, première phase, à quel moment j'ai besoin d'un maître? C'est lorsque le maître, il doit me faire passer à un autre level. C'est une chose que je n'aurais pas pu apprendre tout seul. Maintenant, donc le maître me donne l'info. Donc je dois m'écraser. Si je ne m'écrase pas, je ne peux pas prendre l'info. On est d'accord ou pas? Si maintenant, et malheureusement, des fois, il y a des enfants qui ne sont pas intelligents, et tout le temps, ils remettent en cause le prof, le truc. Tais-toi, tu te tais. Tu vas à l'école, tu te tais. Mais quoi, papa, j'ai pas le droit de parler? Non! Tu parleras à 18 ans. Là, pour l'instant, tu parles pas. Mais papa, tu parles pas. Pourquoi vous lui parlez comme ça? Parce qu'en vérité, il ne veut pas accepter la première phase. La première phase, pour apprendre, tu t'écrases. Le maître, c'est Moshe Rabbeinu, et toi, tu reçois l'information de Moshe Rabbeinu. Ok? Mais en même temps, quand vous le voyez répéter, et surtout quand vous le voyez répéter comme un âne, là, vous avez les nerfs qui montent. Vous faites une petite séance de yoga, et vous dites, dis-moi, t'en as pas marre de répéter comme un âne? Et là, l'enfant, s'il est intelligent, il dit, mais je comprends pas. Tu m'as dit d'écouter comme un âne, et maintenant je répète comme un âne. Ça te dérange? Et là, vous lui dites, t'as rien compris. Pour recevoir l'information, tu dois écouter comme un âne. Mais après, ta tête, elle doit se mettre en œuvre, là. Elle doit se mettre en œuvre. Ok, on est d'accord? Très bien. Donc, première étape, j'écoute, je m'écrase. Deuxième étape, j'ai l'ego. Je pose des questions. Mon caractère s'oppose. Pas méchant, hein, mais c'est comme ça les questions, hein, au passage. C'est pour ça, au passage, que dans la Chassidut, dans la Kabbale, on associe les questions
à l'obscurité, à l'orgueil. Mais il n'y a rien de péjoratif, c'est normal. Et le contraire est anormal. Le contraire, ne pas poser de questions est anormal. Ça veut dire que tu es un âne batté si tu ne poses pas de questions. Ça veut dire que tu n'as aucun caractère. Ok? Et une fois, il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous avez dit, une fois, il y a quelqu'un qui a posé une question. Parce que son prof dans les grandes écoles, ils ont dit, il a posé comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi les sociétés viennent se battre pour vous embaucher à la sortie des écoles? C'était au MIT ou c'était pas à Harvard. Ils ont dit, c'est normal, on est les meilleurs. Le prof, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Mais non. Alors, allez, nous. Et on est dirigé par ces gens-là. Alors, et il dit, mais non, c'est pas pour ça. Parce que vous n'avez aucun caractère. Toute votre vie, on vous a dit, vous avez une capacité à écouter et à apprendre. Et si vous aviez du caractère, vous aurez déjà remonté votre business. Et il disait que dans le monde, dans la France, on fait une erreur. On considère l'intelligence, vous voulez dire, on considère l'intelligence, sa capacité à écouter. Non. Ça veut dire que c'est la normalité de remettre en cause l'enseignement. Mais pas de manière insolente. L'insolence, apprenez ça, la règle, insolence, le mot insolence est lié avec la remise en cause de l'autorité. C'est à ce moment-là qu'on dit que quelqu'un il est insolent. Mais poser des questions graves, jamais de la vie, ça s'appelle une soif d'apprendre. Ça n'a rien à voir. Et si tu poses pas de questions, tu n'as pas de caractère. Parce qu'en fin de compte, poser les questions, c'est quoi? C'est lorsque l'information, elle rentre en moi, mais elle me dérange. Mais pourquoi elle te dérange? Parce que tu as du caractère. Si tu es un orgueilleux idiot, tu vas rejeter l'information. Mais si tu considères que c'est Moshe Rabbeinu qui t'a donné l'information, tu fais quoi? Tu travailles, tu te l'appropries, tu te formates ta tête, tu recadres ta structure mentale et à ce moment-là, tu adhères parce que tu as compris le fond du sujet. Clair ou pas? Shana, c'est intéressant? Clair ou pas? Yes? Très bien. Et une fois que tu as terminé les 2 premières étapes, il se passe quoi? J'accepte ou pas? Bien, mais ça, moi j'aurais même dit dans la 2e étape. Il se passe quoi dans la 3e étape? Je retransmets. Tu deviens à toi-même, à ton tour, un maître. Notez. A plus. Alors, tu deviens à toi-même, à ton tour, un maître. Pourquoi un maître? Parce que grâce à cette analyse, il s'est passé quoi? Tu as transformé ton caractère. Tu as transformé. Donc là, tu es passé réellement au level supérieur. Yes ou pas? L'analyse est bonne? Elle est claire? Elle est propre? Yes? Bon, vous voulez écouter l'apothéose maintenant? Vous voulez écouter l'apothéose maintenant? Yes? Vous allez voir? Et bien maintenant, regardez la magnifique sikha du Rabbi. Ben maintenant, on va comprendre. Écoutez bien. Les 3 noms de la fête de Pessah. Madame Dom, écoutez bien. Maintenant, on va comprendre les 3 noms de la fête de Pessah. Je ne parle pas bien français. Ça fait pas longtemps que je suis en France. Alors, et maintenant, on va comprendre. Maintenant, on va comprendre les 3 prénoms de la fête de Pessah. Les 3 noms de la fête de Pessah. J'ai un truc que je me questionne. Écoutez bien. Écoutez bien. Le premier nom qu'on a eu à la création du Ham Israël, quand on était des bébés, quel est le nom de la fête? Chag HaMatzot. Et c'est quoi une matzah? L'emblème de... Oui, mais l'emblème de... Intellectuellement, l'emblème de... L'écrasement. Oui, c'est bon. L'emblème de l'écrasement. Non. N'essayez pas de trouver une excuse. Alors, c'est l'emblème de quoi? L'écrasement. Pourquoi la première fête, le premier nom de la fête, pas le prénom, hein, le premier nom de la fête s'appelle Pessah. S'appelle Chag HaMatzot.
Parce que comme on a reçu la Torah, on a reçu la fête, quand on était des enfants, des bébés, aucune maturité, on ne pouvait rien accéder à rien, si ce n'est l'apport du maître d'Akadosh Baruch Hu. Donc quel est le nom de la fête? C'est quoi le nom de la fête? Matzot. C'est quoi l'emblème de Matzot? Écrasement. C'est des mots durs, mais c'est le vrai terme. Vous enlevez le côté péjoratif, c'est le vrai terme. Un enfant, il doit s'écraser devant son maître. Après, plus tard, quelle est la deuxième période de l'apprentissage? C'est le combat avec mon propre ego. Zman Cherutenu, c'est quoi la traduction? Liberté. C'est quoi liberté? C'est quoi liberté? Je veux me dégager de l'emprise que tu as. Là, j'étais écrasé. Maintenant, je veux me dégager. Pourquoi maintenant? Bravo. Pourquoi maintenant je veux me dégager? Parce que si je n'ai pas cette étape-là de dégagement, mon enseignement, il ne sera qu'un enseignement d'Anbaté. Vous avez raté le... Vous allez avoir que le premier, l'enseignement d'Anbaté. Comme tu as un enseignement d'Anbaté, ça ne peut pas être bien. Hachem, il veut que le ministère soit des Anbaté. Hachem, il ne veut pas que le ministère soit des Anbaté. Donc Hachem, il veut quoi? Il veut qu'il y ait tous les mouvements de l'apprentissage. C'est quoi les mouvements d'apprentissage? Premier mouvement, perpétuel. Pas parce que tu es un enfant ou tu es un adulte, ça ne change rien. C'est ta capacité à t'écraser. Malheureusement, il y a des adultes qui ont stagné. Pourquoi ils ont stagné? Ils n'ont pas la capacité. Il y a des adultes que, paf, ils apprennent, ils reapprennent, ils reviennent, et après ils retravaillent un autre domaine. Pourquoi? Ta capacité à oublier tes acquis et à te concentrer sur le moment présent. Ta capacité à t'écraser. C'est très dur ça. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'ego en tant qu'adulte. On a trop d'ego. C'est quoi quelqu'un de curieux? C'est un fou furieux qui considère qu'à cet instant-là, quand vous lui parlez, il ne connaît rien. Et qui s'émerveille devant les choses. Et les adultes n'arrivent plus à s'émerveiller. La seule fois où vous allez vous émerveiller, c'est quand vous allez dans l'Antarctique et vous allez voir une baleine. Pourquoi Et encore, je ne suis même pas sûr que vous allez vous émerveiller. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vu dans les documentaires. Donc en vérité, on connaît tout, on sait tout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas ou réceptif ou plein d'autres choses. Parce qu'on ne s'écrase pas. Au passage, de là, vous comprenez pourquoi dans le soir du Seder, de Pessah, Al-Pi Kabbalah, quand vous allez mettre les matzot, il faudrait que la matzah, elle soit un peu incurvée et que vous la mettez dans le sens que quand elle est comme ça. Voilà. Ok? Parce qu'en vérité, c'est l'écrasement, peut-être c'est lié avec ça. C'est l'écrasement qui est lié avec la réception. Pas un écrasement. Et quelle est la différence entre un esclave et un élève? Dans les deux cas, il s'écrase. L'esclave s'écrase dans le but de s'écraser. L'élève s'écrase dans le but de s'élever. Ça n'a rien à voir. Le fond, il n'a rien à voir. Mais ça ne change pas que le mouvement, c'est le même. Mais dans le mouvement de l'esclave, l'objectif, il est l'écrasement. Dans l'écrasement de l'élève, l'objectif est l'élévation. C'est un autre level, ça n'a rien à voir. On est d'accord ou pas? Donc, premier point, c'est quoi? L'écrasement. Après l'écrasement vient... Les questionnements. Et c'est quoi les questionnements? Il faut le dire. L'ego. L'ego. Je rejette la pression que tu as mise sur mon intellect et je commence à me battre contre l'information. Encore une fois, ne pas se confondre avec l'insolence. Okay? Quand je dis je me combats l'information, je combats parce que c'est quoi un combat? Un combat, la chaleur provient automatiquement du combat de friction entre deux choses. De là, c'est que ça un combat. C'est quoi un combat? Quand vous avez la lumière, elle combat l'obscurité. C'est quoi le combat? C'est l'affrontement. Donc pourquoi j'appelle ça un combat dans le deuxième Lego? Parce qu'en vérité, ton information, je dois l'approprier. Mais ma nature préfère rester dans ma zone de confort, dans sa zone de confort. Donc ma nature combat. Mais comme j'ai une nature intelligente, c'est-à-dire que je veux apprendre. Donc c'est pas un ego qui est insolent, qui remet en cause l'autorité, c'est un ego intelligent. Ça veut dire quoi? D'après ce que j'ai vu dans ma vie, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, je vais voir comment je vais adapter tout ce que j'ai appris
pour rentrer dans ce que tu es en train de dire. Clair? Et une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a terminé les 2 premiers niveaux, on arrive à quel niveau? Tu as dépassé le level, on est d'accord? Tu es passé à un autre level, on est d'accord? C'est quoi la traduction de Pessah? La traduction de Pessah? Pas mal. Pas mal. Alors? De Pessah. Oui, sauter. La traduction de Pessah, ou Passarti al-Batechem, je vais sauter au-dessus de vos maisons. Le mot de Pessah, ça veut dire sauter, passer au-dessus, sauter. Sauter de level. Elle n'est pas magnifique la sikha? Et là, le rabbi nous dit, eh bien voilà les 3 grandes étapes. Les 3 grandes étapes en 3 périodes totalement différentes qui chaque période a illustré une autre partie de notre maturité. Quand on est qu'à la sortie d'Égypte et 40 ans dans le désert et quand Moshe Rabbeinu a dû nous enseigner le Aleph Bet de la Torah, on était en période d'écrasement total. C'est pour ça qu'à l'époque, ça s'appelait Chag HaMatzot. Après, on a commencé à combattre, à réfléchir de nous-mêmes et se poser des questions, etc., etc. Et à la clôture, alors ça sera un autre jour, mais à la clôture de cette période-là, est sorti de la bouche des Chachamim, qui allait selon la tendance de l'époque, Zman Cheruteinu, la liberté, le moment de notre liberté. Pourquoi? On a passé la période d'écrasement pour passer à la période d'ego. Mais tout ça a un but final. C'est quoi le but final? Passer à un autre level. Et ça, c'est la finalité de la maturité. Passer à un autre level. Et ce level-là, c'est lorsque l'enfant, il est adulte, il a 18 ans, 20 ans, vous l'envoyez de l'autre côté de la terre, et vous voyez que de l'autre côté de la terre, il se comporte intelligemment, selon l'éducation que vous lui avez donnée, selon les critères d'éducation que vous lui avez donnés, selon les choses. Et en plus de cela, et alors je pense que le top, quand est-ce que chaque maman elle va être hyper fière de ses enfants, c'est lorsque mon enfant, ce que je lui ai répété 10 000 fois, et que constamment il se battait contre moi, il va éduquer ses enfants comme moi il a fait. Et après, vous allez faire un petit clin d'œil. Oui, je sais, maman, ça va. T'arrêtes. Ça va, je sais. Et là, vous allez être contente. Pourquoi vous allez être contente? Parce que ce que vous considériez que c'était Emet, malgré qu'il s'est combattu, tous les gens qui ont un problème avec leurs ados, ils ont un problème avec leurs ados parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'ado. Dans la tête de l'ado, c'est le moment où Zman Cheruteinu, où il commence à avoir de l'ego. Mais il ne faut pas le prendre mal. Ça fait partie du cycle d'apprentissage. Exact? Yes ou pas? Chazak. Yes? Très bien. Alors maintenant, il se termine par le level de quoi? J'ai passé de level. Et ça, c'est la fête de Chag HaPesach. Et aujourd'hui, on pourrait éventuellement dire qu'aujourd'hui, depuis la clôture du Talmud, on est dans la période de maturité du Ham Israël. Pourquoi j'appelle ça maturité? Parce que malheureusement, on n'a ni le premier Beth Amikdash, ni le deuxième Beth Amikdash. On n'est même pas en Eretz Israël. On ne voit même pas Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, merci à Akadosh Baruch Hu, on arrive tant bien que mal à servir Hachem, de faire les prières, de faire les tefilot, d'étudier la Torah, de faire les fêtes. Et pourtant, on n'a ni de Moshe Rabbeinu, ni on a de ci, ni on a de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on pourrait dire éventuellement le top de la maturité. Je voudrais juste, avant de terminer, m'arrêter 2 secondes sur le niveau 2. Alors ça, c'est pas le rabbi qui dit, c'est moi. Et pour vous dire qu'au cas où si je me trompe, ne mettez pas sur la faute du rabbi. C'est sur ma faute à moi. Et à quelle période la tfila elle a été composée? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non. Bravo. Abraham et Yaakov ont initié le principe de prier. Mais le texte de la tfila, en vérité, Shacharit, Mincha, Yarvit. Mais le texte de la tfila a été fait à quelle époque? Alors, je fais une petite parenthèse comme ça, vous allez avoir plus de connaissances. Est-ce qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, on priait? On
faisaient les 3 prières par jour. Bah non, parce qu'on faisait les offrandes. Bravo. Non, parce qu'il y avait les sacrifices. Donc c'était quoi avant les prières à l'époque du premier Beth Amikdash? J'ai besoin de Parnassa. Hachem, j'ai besoin de Parnassa. Voilà, c'était ça la prière. Et c'est pour ça que même les dames, il y a une mitzvah pour les dames de prier. C'est quoi prier? Le vrai principe de prier, c'est quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à papa. Ça, c'est la traduction littérale de prier. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Hachem. Yes? Donc, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait les sacrifices. Donc, au Beth Amikdash, il faisait les sacrifices. Et nous, chacun il priait quand il voulait, quand il avait besoin, etc. Il demandait à Hachem. Donc, d'après ce que Madame Rivka vient de dire, qu'au premier Beth Amikdash, on ne priait pas parce qu'on avait les sacrifices. D'après vous, à partir de quand on commençait les prières? Pourquoi la destruction? Lorsqu'on n'avait plus de Beth Amikdash. Donc, plus précisément, entre le premier et le deuxième. En vérité, plus le début du deuxième Beth Amikdash. À partir de là, ce qu'on appelle la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée que vous avez dû voir dans Pirkei Avot, Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont légiféré quasiment toutes les halachot que nous connaissons aujourd'hui. C'est eux qui les ont bien légiférées, bien cadrées. La Haggadah, elle est venue bien après, mais sinon quasiment toutes les prières qu'on connaît ont été structurées par Anshe Knesset Agdola au début du second temple. Ok, juste avant le début du second temple, Pourquoi? Parce qu'en vérité, les Chachamim, quand ils sont réunis, ils se sont dit, on a eu un trauma, on a eu un grand traumatisme à la destruction du premier Beth Amikdash, et les Israéliens se sont retrouvés sans rien. Sans rien. Pourquoi sans rien? Il n'y a rien. Donc les Chachamim, ils ont recadré, sur la base de plein de choses, ils ont recadré totalement l'histoire. Très bien. Et à cette période-là, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, on a eu quoi comme fête déjà? J'ai oublié. Quelle fête on a eu entre le premier et le deuxième? J'ai oublié. Ne répondez pas tous ensemble. Purim. Non. Et Purim, c'est quoi Purim? Il y a marqué à la fin de la Megillah, Kimu vekiblu hayehudim et asher echeilu laasot. Ils ont reçu, accepté, on pourrait même dire adhéré, les Bnei Israël, ceux qu'ils ont reçu la Torah 800 ans auparavant. En réalité, 870 ans, quasiment 900 ans auparavant. Écoutez le scoop de la Gemara. La Gemara, donc, Megillah, il nous dit, on a reçu la Torah. Il est passé 40 années. Après, il est passé 40 années. Donc ça, c'est les 40 années dans le désert. Après les 40 années dans le désert, il y a eu 370 années de Mishkan flottant en Eretz Israël. Après, on a eu 400 ans du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Donc 400 plus 350, fait combien? 400, 750, plus encore 40, on est à peu près à 800 ans, 850 ans. Pardon, 800 ans, plus encore les 70 années. En vérité, 60 ans, on va dire, après la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu l'histoire de Purim. On est quasiment entre 850 et 900 ans après le don de la Torah. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, les Bnei Israël? Bon, messieurs, dames, bon, là, il serait temps d'adhérer à la Torah. Adhérer à la Torah 900 ans plus tard? Makara. En fin de compte, c'est la deuxième période. La première période, elle a duré 900 ans. C'est quoi la première période? Où il y a le mouvement d'écrasement. Je reçois, mais je n'adhère pas vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent de chez moi. Et lorsque maintenant, on a failli être détruit, et que les Bnei Israël, ils ont dû se battre avec courage et ego pour défendre les couleurs de la Torah, à ce moment-là, leur ego a fait explosion et ils se sont dit, tu sais quoi? On veut la Torah. On la veut. Et c'est pour cela, quelque part, que le mouvement de Cheruteinu, la liberté, elle a été clôturée. L'époque de l'apprentissage plus la liberté, elle a été clôturée à la période de Purim, deuxième Beth Amikdash, début du deuxième Beth Amikdash. Et elle a duré comme ça jusqu'à que les Bnei Israël ils arrivent et ils passent à la troisième phase de l'apprentissage. Troisième phase de l'apprentissage, Chag HaPesach,
la fête où la finalité d'apprentissage, c'est quoi? Où lorsque tu es totalement mature, tu as compris, tu as fait tout, etc., 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 et à ce moment-là, toi-même, tu peux renouveler l'enseignement, tu peux le retransmettre sans aucun problème. Ok? Et là, maintenant, on peut clôturer ce qu'on a dit tout au début. On a dit tout au début, quel est l'objectif, quelle est la valeur, quelle est l'importance du Ham Israël dans ce monde-là? Ben, l'importance, c'est simple. Dieu, il a dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous allez servir Dieu là-bas. Cela veut dire que la seule et unique valeur que les bénis Israël, ils ont, pour cela, ils ont été créés, pour représenter Dieu à travers la Torah dans ce monde-là. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc ça, c'est ta valeur. C'est ton... Donc ta valeur, c'est quoi? C'est la connaissance de la Torah. C'est la manière comment tu adhères à la Torah. C'est la manière comment tu transmets la Torah. C'est la manière comment tu vis la Torah. C'est la manière comment ta vie de tous les jours, elle est liée avec la Torah. Très bien. À partir de cet instant-là, pour arriver à ce niveau-là, où toi-même tu vas être comme ça, il faut que tu aies une phase d'apprentissage. Toute apprentissage sur Terre, de n'importe quel domaine qui existe sur Terre, passe par 2 premières phases qui donnent résultat, 3e phase. La première phase, c'est quoi? Écrasement total. Si maintenant tu ne t'écrases pas devant ton maître, tu ne pourras jamais comprendre rien du tout. Rien de rien. Pourquoi? Parce qu'il va te dire un mot, tu vas te battre avec lui. Deuxième mot, tu vas te battre. À la fin du 10e mot, tu vas même pas comprendre ce qu'il a voulu dire au début. On est d'accord? Donc la première phase, c'est l'écrasement. Quelqu'un qui ne sait pas s'écraser, il aura des difficultés d'apprentissage. De la même manière, si un adulte, il a réussi à développer à l'intérieur de lui, cette capacité d'écrasement, eh bien, il peut apprendre non-stop. Mais que écrasement, nul. Pourquoi? C'est-à-dire que tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de personnalité. Donc cette phase d'écrasement, elle doit être reliée et suivie directement, voire des fois en même temps, mais pas en même temps en tout cas. Elle doit être suivie très proche, de manière très proche à l'ego. L'ego. Et plus tu as un caractère fort, et bien plus quand tu vas apprendre, ça va s'ancrer en toi. Donc c'est tout le contraire de ce que le monde veut. Le monde veut qu'on soit tous uniformes, sans caractère, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Plus tu as du caractère, plus ce que tu vas apprendre, eh ben, va s'unir avec toi et donc automatiquement on aura de la puissance. Mais ne confonds pas caractère, donc ego, et insolence. Insolence, tu remets en cause l'autorité. Donc, il n'y aura pas la première phase. Le caractère, c'est quoi Zman Cherutenu? C'est quand tu as de l'ego, du caractère. Et cet ego et caractère va t'aider à faire quoi? À mieux analyser, mieux comprendre les 2 points. Ok? Et à ce moment-là, une fois que tu as fait ça, tu passes à la 3e phase. Toi-même, tu transmets. Toi-même, tu deviens un maître. Toi-même, tu enseignes. Ok? Et maintenant, le rabbin de clôture, il dit, bah maintenant, vous avez compris. Les 3 facettes de la fête. Les 3 prénoms de la fête qui s'appellent Chag HaMatzot, Zman Cherutenu et Chag HaPesach. Et maintenant, vous comprenez aussi pourquoi les 3, ils sont arrivés à 3 périodes différentes. Pourquoi 3 périodes différentes? La première période, c'était qui était reliée avec notre âge, notre début d'apprentissage, notre mouvement d'apprentissage, que ce mouvement d'apprentissage est un mouvement d'écrasement, parce qu'en fin de compte, on est des bébés, un enfant en classe, il doit s'écraser total. Mais ça ne suffit pas. Ce mouvement tout cela est une faute. Parce que ce mouvement tout cela ne peut pas t'amener à la 3e. Parce qu'il y a un moment où tu vas devoir toi-même être un maître. Mais pour pouvoir toi-même être un maître, il faut que tu sois un maître, que tu t'appropries, qu'il y ait un propriétaire qui s'approprie quelque chose. Yes? Donc il y a la 2e phase. C'est quoi la 2e phase? L'ego, le caractère. Tu te rebelles. Pas méchamment, mais tu te rebelles. Vous savez quoi, tu te rebelles? Attends, mais il y a un bug. C'est pas ça que j'ai appris. Tu travailles. Et c'est pour cela que bizarrement, dans la Gemara par exemple, en tout cas dans le mode d'apprentissage de la Torah, tu as tout le temps les 2 mouvements. C'est un truc de fou. C'est quoi les 2 mouvements? Le Rav te dit quelque chose. Et quand tu retournes réviser avec ton copain, tu lui dis, mais
Des fois, tu peux même. Il dit n'importe quoi, ça marche pas, ça rentre pas dans les mots. Mais comme tu sais qu'à la fin, c'est ton rave, en tout cas, c'est la Gemara qui a raison. Donc tu vas retravailler, jusqu'à que tu vas voir qu'en vérité, pas seulement qu'il a raison, c'est que le Hémet. Il y a beaucoup de cours comme ça. Oui, bah oui. Et c'est pour ça que dans la Torah. Alors maintenant. Et de toute façon, c'est le mouvement perpétuel, ok? Alors maintenant, et grâce à ça, on passe au 3e niveau. Yes? Au passage, juste comme ça pour le plaisir, j'avais fait remarquer aux hommes une question qu'ils ont beaucoup appréciée. C'est que quel est l'endroit dans les parachiotes où Hachem nous dit que vous allez avoir plein de brachot si vous suivez les préceptes de la Torah. C'est dans la parashat Bechukotai. En réalité, il y a deux parachas, parashat Bechukotai, parashat Tavo. Parashat Bechukotai, c'est celle qu'on va travailler maintenant. Et là, bizarrement, il y a marqué que vous allez avoir toutes les brachot de la vie, de la terre entière. Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai. On a terminé dans 4 minutes, comme ça, c'est la veille de Pessah, comme ça on bouge. Alors, Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai, tishmeru, je ne me rappelle plus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vous allez avoir, et là-bas, Hachem, il met là, une tonne de brachot, de bénédictions. Et ça dépend de quoi? Si tu vas étudier la Torah et tu vas faire les mitzvot. J'ai posé une question aux hommes. Je n'ai pas compris. Pour recevoir la Torah, tu as dit d'abord Naase Venishma, d'abord les mitzvot, et après l'étude. Mais pour les bénédictions, c'est d'abord l'étude et après les mitzvot. Ça se contredit? Vous comprenez la question? Hein? Je répète. Quand on a dit Amatan Torah, on a dit quoi? On a dit Naase Venishma. Vous ferez, on fera et on comprendra. On est d'accord ou pas? Donc on a dit Naase Venishma. Donc Naase c'est quoi? On fera c'est quoi? C'est les mitzvot. Donc pour recevoir la Torah, on a dit mitzvot en premier, naase. Oui ou non? Et après on a dit étude. Ça c'est pour recevoir la Torah. Pour recevoir les bénédictions, qu'est-ce qu'elle dit la paracha? Elle dit Iberchukot aitelechu. Si vous allez faire l'étude, et vous allez faire les mitzvot. Alors j'ai posé une question, je n'ai pas compris. Quand on a reçu la Torah, la réception de la Torah dépendait de d'abord écrasement, faire les mitzvot même si tu ne comprends pas, et après nishma. Mais pour avoir les bénédictions d'Hachem, c'est tout le contraire. D'abord étude, nishma, et après naase. Il y a un bug. Réponse non, tout dépend de l'objectif, de ce que Hachem il veut de toi. Si, comme objectif, Hachem, il veut que les Bnei Israël ils fassent les mitzvot bêtement comme des ânes battés, donc on aurait dit les deux choses. Pour recevoir la Torah, fais et tu comprendras. Et pour recevoir la bénédiction, fais et tu comprendras. Mais ça, c'est pas le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est pas des ânes battés. Le Ham Israël, on a une obligation de comprendre, parce que si tu comprends pas, tu ne veux pas transmettre comme il faut. Donc tu as une obligation de comprendre. Donc Hachem, il fait dépendre les bénédictions sous condition de ton apprentissage. Si dans ton étude, si dans ta vie de tous les jours, tu adhères totalement, tu as compris, tu vis la Torah et tu adhères totalement à la Torah, alors Hachem il te dit, mais si encore tu es dans ta phase où tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas intéressé par comprendre, etc. Clair? Je vais m'arrêter là, je vais clôturer. Donc maintenant on a compris les trois prénoms de la fête. Premier prénom, Chagamatzot, qui correspond à l'époque. Donc on était bébé, on était enfant, pas de maturité, totalement enfant. Donc le seul mode d'apprentissage, écrasement. Vient la deuxième période, une fois que tu as fait l'écrasement, c'est quoi la deuxième période obligatoire de tout apprentissage? Ego, 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 ego. Caractère, 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 caractère. Que Dieu préserve, j'entends une maman dire à un enfant, arrête de poser des questions. Oula, oula, oula. Même si c'est au moment de dormir. Elle a tout
le Rav Messas, le Rav Shalom Messas de Yerushalayim, qui était grand rabbin de Yerushalayim, qui est le père des Messas qu'on connaît de France. Les gens, ils le considéraient vraiment comme un très très grand Rav. Quand il y avait des Rosh Yeshiva ou des rabbinim qui venaient le voir parce que c'était un grand Rav, il y avait un enfant d'Aïshiva, un petit jeune qui venait poser des questions. Au petit jeune, il prenait le temps qu'il fallait. Il écoutait, il répétait, on recommençait, il répétait. Il écoutait les questions, il répondait, il écoutait les questions, il répondait. Et une fois que lui, il est bien comme ça, tranquille, il s'occupe des adultes. Que Dieu préserve qu'un papa ou une maman juive, elle va dire à son enfant, arrête de poser des questions, arrête, stop. Bon, quand il est un peu... Quand vous voyez que c'est de l'insolence, c'est autre chose. Mais quand c'est pas de l'insolence, il faut y aller à fond la caisse, il faut rentrer dans le jeu. Si vous ne savez pas, vous appelez Rav Israël, vous appelez n'importe quel Rav. Vous appelez, parce que je vous ai vu, ok. Et après, donc ça c'est l'ego et c'est le caractère, ça c'est magnifique. Et une fois qu'on arrive à cela, on passe à Chag HaPesach. Que Dieu vous préserve. Là, je vais envoyer une vidéo à tout le monde pour les dernières, les préparatifs de Pesach du dernier Shabbat. Donc, je vais envoyer la vidéo. Ouais. Je vais envoyer la vidéo à tout le monde.